normalement, c'était prévu que Dr Amalo commence, mais là, il a un imprévu. Donc, vous avez professeur Baudiaf qui va vous parler, vous faire une présentation sur le kyste hydatique du foie. Professeur Baudiaf, vous avez la parole. Bon courage. Merci, professeur Pezoula. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du kyste hydatique du foie. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis docteur Baudiaf. Donc, je suis chirurgien au service de chirurgie oncologique A du CPMC. Donc, on va parler aujourd'hui d'une pathologie qui sévit à l'état endémique, on va dire, en Algérie. Donc, c'est une question qui est importante à connaître pour vous en tant qu'externe, puisque vous aurez à prendre en charge sûrement des patients qui ont cette pathologie. Donc, les objectifs pédagogiques, donc à la fin de ce cours, l'externe que vous êtes donc doit être capable de définir c'est quoi un kyste hydatique du foie, de décrire le cycle du parasite, de faire le diagnostic du kyste hydatique du foie et de connaître un peu les complications de cette maladie qui peuvent être fâcheuses et connaître les modalités thérapeutiques. Et enfin, connaître les mesures de prophylaxie qui sont très importantes dans le cadre du kyste hydatique. Donc, pour cela, mon cours va s'articuler autour de 3 grands chapitres. Donc, après avoir défini le kyste hydatique, on va faire un certain nombre de rappels qui vont nous permettre de passer au grand chapitre du diagnostic et on terminera par le chapitre thérapeutique. Donc, on va commencer par définir le kyste hydatique du foie. Donc, le kyste hydatique du foie, c'est une parasitose, vous le savez, qui est liée au développement sous forme kystique de la larve d'un parasite qui est le Taenia Echinococcus granulosus au niveau du foie. Donc, je reprends, c'est le développement kystique, donc sous forme d'un kyste, de la forme larvaire. Donc, c'est pas la forme adulte, mais la forme larvaire du Taenia Echinococcus granulosus au niveau du foie. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que cette pathologie, c'est une anthropozoonose, donc c'est une pathologie qui touche l'animal et qui transmet à l'homme. Donc une anthropozoonose cosmopolite, ça veut dire qu'elle existe au niveau de tout le globe, mais il faut savoir qu'elle est plus fréquente dans les pays à vocation agro-pastorale, c'est-à-dire là où il y a de l'élevage de moutons. Et on dit classiquement que l'hydatidose suit le mouton comme son ombre. Donc là où il y a de l'élevage de moutons, il y a du kyste hydatique. Cette pathologie pose un problème de santé publique dans les pays où on a un élevage de moutons, comme les pays du Maghreb, en Algérie notamment. Donc, on a une incidence annuelle qui peut aller de 7 à 22 cas pour 100 000 habitants. Et cette incidence est variable d'un pays à l'autre. Et il faut savoir qu'au Kenya, un pays à très haute incidence, on peut arriver jusqu'à 220 malades par 100 000 habitants. Donc, on voit ici sur une carte l'incidence qui change en fonction des pays et les zones d'élevage. On a parlé du Maghreb, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, et le Moyen-Orient, et aussi la Nouvelle-Zélande et l'Argentine, qui sont des pays où le kyste hydatique sévit de manière endémique. On parle maintenant de parasitologie. On va commencer par parler du parasite lui-même. Le Taenia, il faut savoir que le Taenia Echinococcus granulosus
est un cestode, c'est-à-dire c'est un verre plat. Donc, on voit sur ce schéma, sur cette photo du moins, la forme adulte du verre. Donc, on avait dit que c'est un cestode, donc un verre plat qui se présente sous 3 formes évolutives. On peut avoir la forme adulte, la forme sous d'œuf et la forme larvaire ou lidatide. C'est la forme qui existe au niveau de l'être humain, c'est-à-dire c'est la forme larvaire et non la forme adulte. On va voir tout à l'heure, au cours de la description du cycle du parasite, l'existence de la forme adulte au niveau de l'hôte définitif qui est en général un carnivore, le chien en Algérie, et la forme larvaire chez l'hôte intermédiaire qui est le mouton. Et accidentellement, vous allez le voir, l'être humain ou l'homme va s'infester accidentellement puisqu'il est considéré comme une impasse parasitologique. On continue. On va décrire un peu la forme adulte. On avait dit que c'est un ver plat, donc un cestode, hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il a des organes génitaux mâles et femelles chez le même ver. Il faut savoir qu'on lui décrit un scolex, c'est-à-dire une tête, un cou, et d'autres segments, dans le dernier, qui est le segment ovigère, qui contient les œufs. Donc, au niveau de la partie distale, cette partie qui va se détacher et va être à l'origine de la libération des œufs du ténia. Il faut savoir que la forme adulte, c'est la forme qui vit dans l'intestin de l'hôte définitif, qui est le chien, dans notre cas, et grâce aux ventouses et aux crochets qui sont au niveau du scolex, ce ténia va s'agripper à la paroi intestinale du chien. Il va vivre dans cette paroi intestinale et chaque quelques semaines, on va dire 4 à 5 semaines, il y a libération du segment ovigère qui va être éliminé avec les déjections du chien et les œufs seront dans la nature. Donc ces œufs, on le voit ici, c'est des œufs qui sont libérés au niveau de la nature et ils sont très résistants. Dans le milieu extérieur, on le voit ici, la survie va dépendre des conditions d'humidité et de température. Donc, cette survie est en moyenne de 1 mois à une température de 20 degrés Celsius, de 15 mois à 7 degrés Celsius et de 4 mois à moins 10. Donc, même les températures les plus fraîches, l'œuf est résistant. Il est même résistant à moins 18 degrés. Ça, c'est important à le dire, puisque la congélation, finalement, des aliments ne le tue pas. Mais il est très fragile à la température, à la chaleur. Quand la température est supérieure à 60 degrés, l'œuf est détruit. La troisième forme, c'est la forme larvaire ou hydatide. C'est la forme qui existe au niveau de l'hôte intermédiaire. Dans le cycle du parasite, c'est les herbivores et en particulier le mouton. Et il faut savoir que c'est la forme larvaire qui va évoluer chez l'homme aussi, qui est considéré comme un hôte intermédiaire, mais qui est accidentel. Donc, voici un peu le kyste hydatique, la forme du kyste hydatique. Imaginez cette forme au niveau hépatique, donc, puisqu'on parle de kyste hydatique du foie. Donc, c'est cette lésion qu'on va voir au niveau du foie. On arrive au cycle du parasite. Il est très important à connaître. Donc,
On a parlé de l'hôte définitif qui est un carnivore, mais on parlera surtout du chien qui va abriter la forme adulte du parasite qui est dans les intestins, donc la forme sous forme de ver, et il y aura libération avec les déjections du chien de ces proglottis qui sont pleins d'œufs. Et ce qui est important à connaître, c'est le mode de contamination. Pour les herbivores, ça se comprend en broutant de l'herbe qui contiennent des œufs. L'animal va s'infester. Concernant l'homme, l'infestation de l'homme, c'est soit, premièrement, la consommation d'eau une eau qui est contaminée par les œufs. Donc, une eau qui n'a pas été bouillie, donc on peut être contaminé. Deuxièmement, c'est les légumes qui sont pas lavés et qui sont contaminés. Troisièmement, c'est le contact carrément avec le chien. Il faut savoir que le chien, au niveau de en essayant de caresser le chien, on peut avoir sur ses poils, ses œufs, et si on se lave pas les mains, donc on porte à la bouche notre main, et là, on a une contamination. Donc, c'est les trois modes, soit l'eau, soit les légumes, fruits et légumes qui ne sont pas lavés, et troisièmement, c'est le contact direct avec le chien. C'est les trois modes de contamination de l'homme pour cette pathologie. Donc, on continue. Alors, ces œufs, quand ils arrivent au niveau de tube digestif de l'hôte définitif, ils vont être absorbés et passer dans la circulation porte. Et le premier barrage, ça sera, bien sûr, le foie. Donc, l'absorption intestinale, ça passe par le système porte et ça arrive au niveau du foie, de l'hôte intermédiaire. Et la vascularisation sinusoïde au niveau du foie fait qu'il y a un barrage à ce niveau et le kystidatique, et le plus souvent, s'arrête au niveau du foie. Mais s'il dépasse la barrière hépatique, pardon, il peut passer dans la circulation générale, il peut déjà passer au niveau du poumon et de là, passer dans la circulation générale. Et on peut avoir des localisations un peu partout dans le corps. On peut avoir des kystidatiques de l'os, des kystidatiques de la thyroïde, d'autres localisations assez rares. Mais retenez que la localisation la plus fréquente est la localisation au niveau hépatique. Et pour boucler le cycle, c'est-à-dire qu'on va faire le tour, c'est le carnivore qui va manger le foie du mouton. Donc là, la forme larvaire va se transformer en forme adulte au niveau de l'intestin de l'hôte définitif. Donc on voit que le cycle est bouclé dans ce sens, donc carnivore, herbivore. Mais on a parlé de l'homme. L'homme est un hôte accidentel. Pourquoi on dit que c'est un hôte accidentel? Parce que l'homme, quand il est contaminé, il ne permet pas le bouclage du cycle. C'est-à-dire, le cycle ne va pas se refermer dans ce côté parce que le chien ou le carnivore n'a pas accès au foie de l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une impasse parasitaire. Mais l'homme est un hôte intermédiaire, donc il fait la maladie. J'espère que vous avez bien compris le cycle. Donc, on avance. Pour décrire maintenant le kystidatique. On avait dit que c'est la forme larvaire qui
qui se développe au niveau du foie. On parle de kyste hydatique du foie. Donc, la forme larvaire, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette forme sphérique, pleine de liquide. Mais si on va voir dans le détail, qu'est-ce qu'il y a dans cette forme larvaire? Premièrement, on a cette paroi qu'on appelle cuticule. C'est une paroi qui est aniste, qui est acellulaire, qui va englober la membrane proligère. Ce qu'on voit en bleu, c'est la membrane germinative, c'est la membrane qui est vivante au niveau du kyste hydatique. Donc, cette membrane, elle va être à l'origine de vésicules filles qu'on voit à ce niveau. Donc, elle va créer des vésicules filles et c'est à travers cette membrane qu'il y a des échanges avec l'hôte intermédiaire. Donc, dans ce cas, on a imaginé que ce kyste est au niveau du foie. Donc, vous avez du parenchyme hépatique qu'on voit ici, qui est comprimé. Parce que le kyste, il faut savoir que même s'il commence, s'il a une taille millimétrique au début, il va augmenter de taille. Il peut arriver jusqu'à plusieurs centimètres de diamètre. Et là, il faut savoir que ce kyste va comprimer les structures de voisinage et il y a une réaction de l'hôte, du tissu de l'hôte, une réaction inflammatoire autour et une sclérose et une fibrose qui vont créer ce qu'on appelle le périkyste. Le périkyste, ça c'est une notion très importante à connaître. Le périkyste ne fait pas partie de l'idatide, mais le périkyste, c'est du tissu de l'hôte. Donc, c'est le périkyste qu'on voit en pleine intervention. Ce qui recouvre le kyste, c'est un périkyste, c'est du tissu humain. Et le kyste, il est à l'intérieur. Donc, on revient à cette membrane proligère. On avait dit qu'elle est à l'origine de la formation de vésicules filles. Mais il faut savoir que ces vésicules filles, elles peuvent être endogènes ou exogènes. Ça, c'est important à connaître. Je vous explique pourquoi. Parce que la vésiculisation endogène avec les scolex qui sont à l'intérieur peuvent créer ce qu'on appelle le sable hydatique qu'on peut voir en échographie. Mais la vésiculation exogène est importante à connaître parce qu'elle peut être à l'origine de récidives post-opératoires, puisque si on opère le kyste, on fait ce qu'on appelle un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on ne va pas enlever tout le kyste, on risque d'enlever la partie apparente du kyste et on va laisser derrière nous ce genre de vésicules exogènes qui seront à l'origine d'une récidive de la maladie à distance. C'est pour ça qu'on décrit, j'anticipe un peu, mais on va le rappeler tout à l'heure, on décrit des techniques radicales, c'est-à-dire qu'on va enlever tout le kyste et tout le périkyste, c'est-à-dire que notre intervention chirurgicale aura enlevé toute cette partie-là, tout le kyste avec son périkyste, et c'est des, je vais vous mettre un schéma pour, mieux comprendre. Donc, ici, c'est tout ça qui va être enlevé avec, donc, le kyste et le périkyste, et là, c'est le reste du parenchyme hépatique. Et là, c'est des techniques qui permettent d'avoir moins de récidives, puisque tout le tissu qui risque où il y a des vésicules exogènes est enlevé. Mais c'est des techniques qui sont plus demandeuses d'expérience en chirurgie hépatique. Donc, on continue.
toujours dans la description anatomopathologique, ce schéma est très important pour comprendre un peu les complications du kyste hydatique. Il faut savoir que le kyste hydatique, donc on l'avait dit, il y a une membrane proligère, il y a un périkyste, on le voit ici, d'accord? Mais le kyste, en se développant, en augmentant de volume, va être à l'origine d'une compression, bien sûr, du tissu adjacent, mais aussi, il y a ce qu'on appelle des pédicules vasculo-biliaires dans les espaces portes. Donc, vous avez dû voir ça dans l'histologie du foie. Donc, vous avez les espaces portes où il y a un élément biliaire, un élément qui est tributaire de la vascularisation porte et un élément tributaire de la vascularisation artérielle hépatique. Donc, c'est le pédicule, ce qu'on appelle le pédicule glissonien. Donc, quand le kyste hydatique va augmenter de volume, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une compression de ces éléments. Si, pour les éléments artériels, l'artère, il faut savoir qu'elle a une paroi qui est assez épaisse, donc elle ne sera que comprimée. Pour l'élément portal, il peut être bien sûr comprimé et à la limite, il y aura des thromboses au niveau des veines, mais c'est l'élément biliaire qui va souffrir le plus. Et là, il y aura une nécrose de la paroi biliaire et il y aura une communication entre les voies biliaires et le contenu kystique. Et là, ça définit ce qu'on appelle la fistule kysto-biliaire. Et cette fistule sera à l'origine cette fistule sera à l'origine des complications. Première complication, puisqu'il y aura de la bile dans le kyste, et qui dit bile qui va stagner, il y a un risque infectieux. Donc, pullulation microbienne, donc infection. Donc, première complication. Deuxièmement, ce que vous voyez ici, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles peuvent migrer, donc du kyste, vers les voies biliaires et elles peuvent obstruer les voies biliaires. S'il y a obstruction des voies biliaires, on peut avoir un ictère, on peut avoir une angiocolite, on peut avoir des lithiases qui se forment sur ce qu'on appelle les lithiases hydatiques. Donc, ces phénomènes sont très importants à connaître dans l'histoire naturelle du kyste hydatique, puisque avec le temps, quand le kyste est jeune, on parle d'un périkyste qui est souple, et la maladie, elle est purement parasitaire. Mais quand le périkyste devient épais et fibreux avec des fistules kystobiliaires, on passe à un autre stade. La maladie hydatique devient une maladie hépatobiliaire, puisqu'il ne suffit pas juste de traiter la cavité kystique, mais savoir qu'il y a à traiter la maladie biliaire. Donc, j'espère que avec ces rappels, vous avez cerné mieux la pathologie. On passe alors au volet clinique et on commencera par le diagnostic positif. Alors, il faut savoir que pour faire le diagnostic d'un kyste hydatique, il n'y a pas un examen ou un signe pathognomonique qui vous dit ce malade, il a un kyste hydatique. Donc, le diagnostic positif se fait sur un faisceau d'arguments. Donc, on a des arguments cliniques, on a des arguments épidémiologiques, des arguments radiologiques et des arguments immunologiques. Les arguments cliniques, il faut savoir qu'il n'y a pas de signe spécifique du kyste hydatique. Donc, imaginez que vous êtes en consultation, vous recevez un malade en consultation. En général, c'est un malade qui va se plaindre de douleur, de pesanteur, il n'y a pas de dyspepsie, une sensation de plénitude, mais il n'y a pas un signe clinique pathognomonique.
Comme ça se passe au niveau du foie, donc on peut avoir des douleurs au niveau de l'hypocondre droit. Mais il faut savoir que le kyste hydatique, il est longtemps asymptomatique. Donc, il évolue à bas bruit pendant longtemps et après, il peut se manifester par des signes cliniques. Le deuxième argument, il est épidémiologique. C'est-à-dire, il faut toujours interroger le malade pour voir son origine géographique. Est-ce qu'il habite dans des zones rurales? Est-ce qu'il y a de l'élevage de moutons? Est-ce qu'il y a des chiens qui sont dans l'environnement? Donc ça, c'est des notions qui sont importantes, qui peuvent vous guider dans le diagnostic. Mais il faut savoir que souvent, la découverte est fortuite parce qu'on fait une échographie pour une autre pathologie et on découvre un kyste au niveau du foie. Donc, on avait dit pour le cancer, pas le cancer, pardon, le kyste hydatique du foie non compliqué, donc il a une symptomatologie qui n'est pas spécifique et on va s'aider de l'interrogatoire, mais surtout des examens radiologiques. Et le premier examen radiologique à demander quand on suspecte un kyste hydatique est l'échographie abdominale. Alors, l'échographie abdominale, depuis 1981, il y a une classification qui a été décrite par Gharbi, qui est un auteur tunisien. Donc, c'est une classification qui est très pratique et très pratiquée aussi. Donc, ça dépend du stade du kyste. Donc, on a les kystes hydatiques de type 1 qu'on voit ici. Donc, c'est les kystes hydatiques uniloculaires avec une paroi. C'est ce qu'on appelle les kystes jeunes, donc qui n'a pas encore souffert. C'est un kyste qui est plein de liquide, il est anéchogène. Et là, on imagine une paroi. Ça, c'est le type 1 de Gharbi. Alors, si on évolue un peu, la membrane qu'on a décrite tout à l'heure, la membrane proligère, elle va se décoller. Donc, le décollement de la membrane proligère qu'on voit ici va nous décrire le type 2 de Gharbi. Et après, le type 3, c'est un kyste hydatique qui est multivésiculaire. On a vu tout à l'heure que la membrane proligère va produire des vésicules fines. Donc, quand on a beaucoup de vésicules fines, ça donne cet aspect de kyste multivésiculaire ou type 3 de Gharbi. Mais il faut savoir qu'avec le temps, le liquide va diminuer et les membranes vont s'affaisser et donner un aspect gélatineux et un aspect, ce qu'on appelle un aspect pseudo-tumoral de la lésion, qui est le type 4 de Gharbi, on le voit ici. Après, on va voir le type 5 qui correspond à une calcification de la paroi, on le voit ici. Ce qui est blanchâtre, c'est une calcification de la paroi. C'est un mode de guérison, si vous voulez, du kyste hydatique qui va se calcifier complètement. Donc, c'est le type 5. Donc, rapidement, je reprends la classification. Uniloculaire type 1, décollement de la membrane type 2, multivésiculaire type 3, pseudo-tumoral type 4 et le type calcifié, c'est le type 5. On comprend bien que pour le type 2, 3 et 5, quand on fait une échographie, on est pratiquement sûr que c'est un kyste hydatique. Mais pour le type 1 et le type 4, ça pose un problème de diagnostic différentiel. Puisque le type 1, on va parler tout à l'heure de diagnostic différentiel, mais j'anticipe un peu, il peut être confondu avec un kyste biliaire. Et le type 4, il peut être confondu avec une pathologie tumorale hépatique. Et là, il y a d'autres arguments qui peuvent nous dire que c'est en faveur d'un kyste hydatique ou pas.
Par exemple, la sérologie hydatique qu'on peut demander dans les types 1. Et là, dans les types 4, c'est surtout la tomodensitométrie, le scanner, qui va nous dire que c'est plutôt en faveur d'une pathologie tumorale que kystique. Mais il faut savoir que la classification de Ralby, elle est assez ancienne, 81. Il y a une nouvelle classification échographique, c'est la classification de l'OMS, 2003. Donc, cette classification est pratiquement la même que celle de Ralby, avec quelques différences. La première différence, c'est la description d'un nouveau type de lésion, c'est la cystic lesion. Donc, c'est une lésion de petite taille, sans paroi propre. C'est le stade vraiment de début de la lésion kystique qu'on voit rarement. Donc ça, c'est elle, donc c'est cystic lesion, donc c'est une nouvelle lésion qui est décrite dans cette classification. Mais si on reprend les autres types, c'est pratiquement les mêmes que celles de Ralby. Le CE1, c'est la lésion uniloculaire, donc qui correspond au type 1 de Ralby. Et là, c'est la différence, retenez-le, CE2, c'est la multivésiculaire. C'est-à-dire c'est le type 3 de Ralby, mais là, c'est le CE2. Le CE3, on a le CE3A et le CE3B. Le CE3A correspond au type 2 de Ralby, c'est-à-dire c'est le décollement de la membrane prolifère. Le CE3B, il y a un décollement de la membrane, mais avec un aspect aussi multivésiculaire, qu'on peut mettre dans le type 3 de Ralby, mais en fait, le CE3 est divisé en deux dans la classification de l'OMS. Le type CE4 correspond au type 4 de Ralby, c'est le pseudo-tumoral, et le CE5, c'est la lésion calcifiée, c'est le type 5 de Ralby. Alors, cette classification, elle a son importance parce que elle est le témoin de l'activité du kyste hydatique. C'est-à-dire, pour les lésions CE1 et CE2, c'est des lésions qui sont actives, c'est-à-dire que le kyste hydatique est viable. C'est-à-dire, il y a des vésicules, il y a des scolex, il y a de la, c'est-à-dire le kyste hydatique est toujours vivant, il est en train de produire. Pour le CO3, c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire on peut trouver des lésions qui sont viables et les lésions qui sont finalement le kyste est peut-être mort à ce stade. Pour les CE4 et CE5, on est sûr qu'il n'y a plus d'activité au niveau de ce kyste. Donc j'avais fait cette corrélation entre la classification de Ralby et de l'OMS. On reprend donc Ralby, WHO, c'est la World Health Organization, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé. Cystic lesion, qui n'a pas été décrite dans la classification de Ralby. Et là, le type 1, on avait dit, correspond au CE1. Le type 2, qui est la membrane qui est décollée, correspond au CE3A de l'OMS. Le type 3 multivésiculaire, c'est le CE3B de l'OMS. Le type 4, le type 5, qui correspond au CE4, CE5. Alors, toujours dans les deux classifications, je vous avais dit, l'intérêt, c'est le degré de fertilité et d'activité du kyste qui diminue en fonction de la classification de l'OMS. Pour les C1 et CE2, c'est des lésions qui sont actives et fertiles. Pour le CE3, c'est le décollement membranaire, c'est des lésions qui sont transitionnelles. Pour le CE4, CE5, c'est des lésions qui sont inactives. Voici un peu l'intérêt de cette classification. Il faut savoir qu'en morphologie, en radiologie, il n'y a pas que
l'échographie, on peut, dans les cas difficiles, demander des TDM, c'est-à-dire des scanners et des IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, qui donnent de meilleures images. Et elles ont aussi un intérêt quand on a un traitement chirurgical à planifier, puisque le scanner va nous permettre de voir les rapports vasculaires de ce kyste. On peut décider d'une technique chirurgicale par rapport à une autre en voyant les clichés du scanner. Mais aussi le scanner et l'IRM vont nous permettre aussi de faire un diagnostic différentiel. On avait dit, par exemple, dans le type 4 de Harbi, où on a un doute entre une pathologie tumorale et le kystidatique du foie. Donc, le scanner va nous permettre de rectifier le diagnostic. On voit ici, par exemple, une image kystique, pratiquement de type 1 de Harbi, donc uniloculaire. Ici, c'est le foie, la glande hépatique, l'estomac et le côlon, donc sur une coupe axiale. Toujours un scanner, donc on voit bien la membrane qui est décollée. C'est un type 2 de Harbi et CE3 de l'OMS. Ici, c'est pas un scanner, c'est une IRM et qui montre des vésicules et des membranes au niveau du kystidatique qui est appendu au foie. Ça, c'est une partie du foie, le rein droit. Là, vous voyez un kystidatique avec une paroi qui est calcifiée. Donc, début de calcification de ce kyste avec un aspect hétérogène à l'intérieur du kyste. Donc, vous voyez la morphologie, les examens morphologiques, comment ils peuvent aider au diagnostic. Donc, au début du diagnostic, on avait dit critères cliniques, critères épidémiologiques, critères radiologiques et immunologiques. Immunologique, c'est la sérologie hydatique. C'est-à-dire, on va essayer de détecter les anticorps qui sont produits par le corps humain contre cet agent qui est là au niveau du foie. Et pour détecter ces anticorps, il y a plusieurs types de tests qui sont utilisés et dont la spécificité et la sensibilité diffèrent. Mais quand on les associe, on peut avoir des diagnostics précis jusqu'à 90%. Donc, on a l'hémagglutination indirecte, la technique ELISA, l'immunoélectrophorèse qui est très spécifique avec la mise en évidence de l'ARC5 et le Western blot. Cette sérologie est n'est pas toujours positive, ça il faut le savoir. Même s'il y a un authentique kystidatique, il faut savoir qu'elle peut être négative. Et surtout dans les kystes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas fissurés. Et là, il n'y a pas encore de contact avec le système immunitaire de l'être humain. On l'utilise en cas de doute diagnostic dans les kystes, surtout les types K1 et 4, puisqu'on a un problème avec la morphologie. On veut s'aider pour éliminer un kyste biliaire ou une pathologie tumorale de la sérologie. On arrive, on a fait le diagnostic d'une forme non compliquée, mais quelles sont les complications possibles du kystidatique? C'est important à connaître, puisque malgré que le kystidatique est une pathologie bénigne, donc c'est pas un cancer, mais il faut savoir qu'il peut y avoir beaucoup de complications qui peuvent être à l'origine même du décès du malade. Donc, il faut savoir comment se complique ce kystidatique. Et il faut savoir que souvent, le kystidatique se révèle par une complication. Donc, il faut savoir détecter ces complications. Première complication, on avait vu, j'avais expliqué, c'était la fistule biliaire.
Donc, communication entre le kyste hydatique avec l'arbre biliaire qui peut avoir une double conséquence, soit une infection au niveau du kyste, donc un véritable abcès au niveau du foie, ou bien c'est les vésicules qui vont migrer au niveau des voies biliaires et être à l'origine d'une obstruction des voies biliaires. Et là, on peut être amené à faire ce qu'on appelle un traitement endoscopique, c'est-à-dire une sphinctérotomie endoscopique pour essayer de faire une vidange de la voie biliaire pour désobstruer cette voie biliaire. Donc, la première complication. Deuxième complication, c'est la rupture. Alors, la rupture, elle peut être faite soit en intrapéritonéal, comme on le voit ici. S'il y a une rupture intrapéritonéale, c'est une complication qui est fâcheuse et redoutable parce qu'on aura une dissémination des vésicules et des scolex au niveau péritonéal et ce qu'on appelle, on aura une hydatidose maligne, c'est-à-dire que là, il y aura une dissémination telle qu'on ne pourra plus proposer aux patients un traitement chirurgical de résection. Et là, ça sera plutôt le traitement médical qu'on doit indiquer chez ces patients. Mais ça reste une complication très fâcheuse puisqu'il y a des malades qui sont opérés pour des complications, pas pour guérir le kyste, mais parce que le kyste est à l'origine d'autres complications chirurgicales et c'est des malades qui ont un mauvais pronostic. Autre complication, c'est la rupture intrathoracique ou intrabronchique, donc qui sera à l'origine ce qu'on appelle une vomique, c'est-à-dire on aura le passage du contenu kystique par les bronches et le malade, dans un effort de tout, il peut même décrire des vésicules filles dans sa vomique ou bien de la membrane proligère, mais aussi on peut avoir ce qu'on appelle des biliptisies, c'est-à-dire le passage de bile, puisqu'il y a une fistule biliaire qui va s'extérioriser par les branches, et là, ce qu'on appelle les biliptisies, et la prise en charge de ces malades est très difficile, même chirurgicalement, puisque ça demande des voies d'abord qui sont assez mutilantes, abdominales et thoraciques, avec des résultats qui sont incertains. La troisième ou la quatrième complication, c'est la compression. Et là, le kyste hydatique peut comprimer les voies biliaires, il peut comprimer le tube digestif, notamment le duodénum, donc il peut être à l'origine de vomissements, d'un syndrome occlusif haut, il peut être à l'origine d'une compression vasculaire, compression de la veine cave, des vaisses hépatiques à l'origine d'un syndrome de Budd-Chiari. Donc, on comprend bien que le kyste hydatique, surtout profond et central, peut donner des compressions à l'origine de syndromes différents. Le diagnostic différentiel, donc j'avais déjà parlé tout à l'heure du type 1 avec le kyste biliaire, c'est surtout la sérologie et le scanner qui peuvent redresser le diagnostic. Le type 4, c'est surtout le scanner et aussi la sérologie, puisqu'il va nous donner sur le plan scanographique, sur le plan vasculaire surtout, la prise de contraste, les modifications au cours de l'examen triphasique, il va nous donner le diagnostic en faveur de telle ou telle pathologie, surtout le carcinome hépatocellulaire ou bien des métastases hépatiques. Concernant le kyste compliqué, surtout l'infection, donc ça peut simuler un abcès du foie et bien sûr, j'avais dit tout à l'heure que le passage des vésicules filles au niveau de la voie biliaire peuvent simuler une lithiase de la voie biliaire principale avec une angiocolite. Donc, on arrive au traitement, c'est-à-dire c'est l'avant-dernier chapitre de ce cours. Le traitement, il a des objectifs. Donc, vous avez un malade qui a un kyste hydatique au niveau du foie. Donc, quels sont nos objectifs? Premièrement, le kyste hydatique, on avait dit que c'est la forme larvaire
de l'Echinococcus. Donc, c'est un parasite. Donc, le parasite c'est un parasite qui peut être vivant au niveau du foie. Donc, le premier objectif, il faut détruire le parasite. C'est la destruction du parasite. Deuxièmement, ce parasite, il a un développement, donc il a pris du volume au niveau du foie et avec des conséquences qui soient biliaires, vasculaires et sur le parenchyme hépatique, où il faudra traiter cette cavité kystique. Parce que la cavité kystique, avec le temps, devient scléreuse. Le périkyste qu'on a décrit tout à l'heure, qui fait partie du tissu hépatique, devient scléreux, devient fibreux, avec des fistules biliaires. Il faut essayer de régler les problèmes de fistules et les problèmes de la cavité kystique. Donc aussi, l'objectif, c'est de traiter les éventuelles complications. Donc on en avait parlé tout à l'heure, mais c'est surtout les fistules biliaires qui posent un gros problème dans la chirurgie du kyste hépatique, qui devient une chirurgie hépato-biliaire. Aussi, un volet très important, c'est la prévention des récidives hydatiques, en choisissant la meilleure technique chirurgicale, mais aussi actuellement, il y a le traitement médical qui est associé à la chirurgie pour éviter ou diminuer le taux de récidive. Donc, ça, c'est les objectifs de mon traitement. Quels sont les moyens? Il faut savoir que il existe un traitement médical. C'est un anti-helminthique qui est l'albendazole, qui est même produit ici en Algérie sous forme de comprimé de 400 mg. Et on le donne par voie orale à dose de 10 à 15 mg par kilo, réparti en 2 prises, c'est-à-dire en moyenne, on prend 400 mg 2 fois par jour, donc 800 mg par jour. Donc, ce traitement a une action directe sur le scolex et sur les membranes en diminuant leur perméabilité. Donc, l'objectif de ce traitement, c'est de stériliser un peu le parasite par son action. Et il faut savoir que le traitement médical peut être donné seul, mais en général, il encadre le traitement chirurgical ou instrumental, ou percutané, radiologique, qu'on va décrire tout à l'heure. Donc, retenez qu'il existe un traitement médical qui est l'albendazole. On parlera tout à l'heure dans les indications de la prescription de ce médicament. Deuxième moyen thérapeutique, c'est le traitement percutané, qu'on appelle PER. PER pour ponction, aspiration, injection et réaspiration. Alors, c'est quoi le principe? Donc, vous avez un kyste hydatique, vous avez le radiologue, parce que la technique PER est faite par les radiologues. C'est pas les chirurgiens ou bien les gastro, mais c'est les radiologues. Alors, cette technique consiste à réaliser une ponction, donc percutanée, sous contrôle échographique. Donc, on ponctionne, on aspire tout le liquide du kyste. Après, on va injecter un produit scolicide, retenez ce terme, scolicide, c'est-à-dire c'est un produit qui va tuer le kyste, le parasite, et après l'injection et la stérilisation, on va réaspirer. Donc, c'est la technique PAIR, P-A-I-R, ponction, aspiration, injection et réaspiration. Donc, il faut savoir qu'on utilise comme scolicide pour cette technique soit l'alcool, soit le sérum hypertonique, sérum salé hypertonique, qui vont être à l'origine de la destruction du parasite. Retenez que cette technique n'est pas indiquée quand il existe une fistule biliaire. Ça, c'est une contre-indication. On le comprend bien parce que s'il existe une fistule biliaire, il risque d'y avoir un passage de ces produits scolicides dans l'arbre biliaire qui seront à l'origine de complications
procédure. Donc, vous comprenez bien que cette technique n'est réservée qu'à des kystes qui sont jeunes, surtout le type 1 de Rabi, CE1 de l'OMS surtout, ou bien le type 2. Donc, on voit bien que les indications sont limitées aux kystes qui sont sans fistule biliaire. On arrive au traitement chirurgical. Il faut savoir que il y a quelques années, il y avait le traitement chirurgical, mais actuellement, il y a le développement des traitements médicaux et des traitements percutanés. Mais en Algérie, il faut savoir que le traitement chirurgical reste le traitement du kyste hydatique. Il existe l'utilisation aussi de moyens endoscopiques, notamment la sphinctérotomie, mais là, c'est pas un traitement du kyste, mais c'est surtout pour assurer la vacuité de la voie biliaire. Donc la chirurgie, je vais parler succinctement de la chirurgie. On décrit deux types de techniques chirurgicales pour traiter le kyste. On a la chirurgie conservatrice. Il y a la chirurgie radicale. Donc, retenez, chirurgie conservatrice, chirurgie radicale. La chirurgie conservatrice va laisser une partie du kyste. Une partie du kyste et surtout du périkyste. Donc, cette chirurgie est une chirurgie qui est accessible à un chirurgien généraliste. C'est une chirurgie qui est très utilisée dans les pays d'endémie, puisque le kyste hydatique est très fréquent. Donc, il y a beaucoup d'interventions chirurgicales pour le kyste hydatique. On doit utiliser une technique simple. Donc, cette technique conservatrice est plus utilisée dans les pays d'endémie et qui est accessible à des chirurgiens qui ne sont pas rompus à la chirurgie hépatique. C'est-à-dire un chirurgien généraliste dans un petit hôpital peut utiliser ces techniques et régler un peu les problèmes des malades. Mais le problème de ces techniques conservatrices, c'est qu'elles donnent beaucoup de morbidité post-opératoire. La morbidité post-opératoire est due à la fistule biliaire et aux suppurations chroniques. Et le problème des récidives. Parce que quand on enlève une partie du périkyste, parce que la technique la plus décrite comme conservatrice, c'est ce qu'on appelle la résection du dôme saillant. La résection du dôme saillant, ça veut dire on va enlever la partie saillante en dehors du parenchyme hépatique du kyste. On détruit le kyste par un scolicide, un produit scolicide. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le sérum hypertonique. Il faut savoir qu'en Algérie, on utilise toujours l'eau oxygénée. L'eau oxygénée pour tuer le parasite. Et après, vous allez voir qu'on va laisser une partie du périkyste, c'est-à-dire la partie fibrosée du parenchyme hépatique, mais il suffit qu'il y ait des petits fistules à ce niveau-là. Et en post-opératoire, cette fistule va être à l'origine de collections biliaires qui vont être à l'origine d'infections post-opératoires. Mais ça reste des fistules qu'on peut gérer soit endoscopiquement, soit chirurgicalement. Il y a aussi le problème des récidives, puisqu'on n'enlève pas tout le périkyste. On avait parlé tout à l'heure de la vésicule exogène, et si on n'enlève pas tout le périkyste, il risque d'y avoir à ce niveau des vésicules exogènes qui peuvent être à l'origine de la récidive. Donc, c'est une technique qui est facile, qui est accessible, mais qui a une morbidité post-opératoire. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de mortalité, puisque ce n'est pas une chirurgie lourde. C'est une chirurgie qui est accessible aux chirurgiens généralistes. Sa meilleure indication
de cette chirurgie conservatrice restent les kystes qui sont jeunes et périphériques. On peut faire ce type de technique pour les kystes qui sont jeunes et sont périphériques sans augmenter la morbidité. Mais quand c'est un kyste qui est ancien avec des fistules, c'est pas la meilleure technique à utiliser. Et là, on décrit les deuxième technique, c'est la chirurgie radicale. La chirurgie radicale qui a comme objectif d'enlever tout le kyste, donc ablation du kyste et de l'adventice, c'est-à-dire tout le périkyste ou quasiment tout le périkyste. Ça peut se faire soit par ce qu'on appelle la périkystectomie totale, comme on voit à ce niveau-là. Donc, on enlève le kyste et le périkyste. Et même s'il y a des fistules, on va ligaturer au fur et à mesure. Et là, le foie qu'on laisse, c'est un foie qui est souple et qui ne donne pas de complications post-opératoires. Mais c'est une technique qui doit être faite par des chirurgiens qui sont habitués à la chirurgie hépatique parce que c'est une chirurgie qui est très hémorragique. Deuxième type de technique, c'est la périkystectomie totale, mais à kyste fermé. C'est-à-dire, on n'ouvre pas le kyste, c'est-à-dire, on n'ouvre pas le kyste comme c'est le cas ici, avec la destruction par le scolicide, mais là, à kyste fermé, on enlève tout le kyste et le périkyste. Et là, pas de fistule parce qu'on a tout ligaturé. Si on va un peu plus difficile, c'est les hépatectomies. On peut être amené à faire une hépatectomie, par exemple lobectomie gauche, une hépatectomie gauche, une hépatectomie droite pour des lésions kystiques qui sont profondes, qui sont anciennes. Et là, ça demande une expertise en chirurgie hépatique. Donc, retenez qu'il y a deux types de chirurgie, la chirurgie radicale et la chirurgie conservatrice. La chirurgie radicale est réservée au centre où on pratique la chirurgie hépatique. Pour la chirurgie conservatrice, c'est une chirurgie qui est accessible à tout chirurgien. Donc, les indications, quelques mots d'indication, parce qu'on va pas, on va pas détailler toutes les indications, mais il faut savoir que la chirurgie, elle est indiquée pour le kyste statique compliqué. Là, il n'y a pas de place pour la paire ou le traitement médical seul. Donc, la chirurgie, kyste statique compliqué égale chirurgie. Pour les kystes statiques non compliqués, mais avec soit un gros volume ou bien un risque de fistule biliaire, il faut opérer. Aussi, en cas de kyste statique multiple. Maintenant, on peut proposer un traitement médical seul pour des lésions vraiment de début, soit la cystic lésion qui a été décrite dans la classification de l'OMS, ou bien les types 1 de Rarby qui sont moins de 5 et dans d'autres écrits moins de 3 cm, on peut commencer par un traitement médical pour espérer le stériliser. Mais il faut savoir que le traitement médical seul, c'est surtout quand il y a une contre-indication à la chirurgie, c'est surtout quand c'est une maladie qui est disséminée au niveau péritonéal. Donc, on ne peut plus opérer ce genre de malade. On les met sous traitement, mais à vie. Donc, on laisse sous traitement. Et il faut savoir que en cas de traitement instrumental, traitement percutané, pardon, on utilise le traitement médical en pré- et post-opératoire, post-procédure. Et de plus en plus, dans les recommandations algériennes pour la prise en charge du kyste hydatique, même la chirurgie, il faut commencer par un traitement médical une semaine avant la chirurgie. Et s'il y a eu une ouverture du kyste, il faut continuer 4 mois après la chirurgie. Donc, c'est dire que les indications, elles changent avec le temps et il y a des recommandations qui sortent dans chaque pays pour bien définir la place du traitement médical et la place du traitement chirurgical.
Je terminerai par la prophylaxie, qui est très importante dans ce cas, puisqu'il y a des éléments qui nous font nous permettre de ne pas arriver à la maladie idatique. Donc, la prévention et la prévention. Donc, pour ne pas arriver à un traitement chirurgical, ne pas arriver à des complications, ne pas arriver à cette maladie, il y a des mesures qui sont simples, mais qui sont importantes. Donc, le but, c'est d'éviter la contamination humaine. Au niveau du chien, on peut traiter les chiens par des anti-helminthiques, ça existe, qui sont actifs contre le ver adulte intestinal, mais aussi il faut faire l'abattage des chiens errants. Donc, pour casser le cycle, c'est ça l'objectif de la prophylaxie, il faut casser le cycle parasitaire. Au niveau des aliments, on avait dit que l'être humain, il peut se contaminer s'il prend des légumes ou des fruits qui sont contaminés par les déjections. Donc, le lavage et la cuisson sont suffisants pour éliminer la contamination par l'ingestion de ces aliments. Le lavage des mains, c'est important. Bien sûr, s'il y a un chien dans les parages, il faut toujours se laver les mains avant de manger pour éviter le passage de ces œufs dans l'alimentation. Aussi, il faut faire attention à l'eau qu'on boit aussi. N'hésitez pas à bouillir l'eau dans les coins où il n'y a pas d'eau potable, dans les robinets ou bien de l'eau minérale. Il faut toujours bouillir l'eau ou mettre de l'eau de javel. Concernant le mouton, avec l'abattage au niveau des pays musulmans, de l'abattage rituel de l'Aïd al-Kibir, toujours il faut contrôler le bétail et contrôler l'existence ou pas de kyste hidatique du foie ou du poumon quand on fait l'abattage ces bêtes. Et bien sûr, s'ils existent, il faut les détruire. Il faut détruire les viscères parasités. Voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant le kyste hidatique du foie. Donc, en conclusion, l'échinococose kystique est un problème de santé publique, donc majeur dans les pays endémiques, notamment en Algérie. Donc, tout médecin doit l'évoquer en premier devant toute masse kystique du foie. Et je vous avais dit à la fin que le moyen le plus sûr pour éliminer cette maladie reste la prévention, la prophylaxie. Je vous remercie. Je vais essayer de voir s'il y a des questions. Alors, première question, si l'homme consomme du foie poumon de mouton infecté. Alors, pour vous répondre, il n'y a qu'à voir le cycle du parasite. Non, l'homme, la contamination ne se fait pas par la consommation du foie ou du poumon d'un mouton infecté. Parce que le foie du mouton infecté, il contient la forme larvaire. D'accord? Donc, chez l'homme, le kyste hidatique, c'est la forme larvaire. Donc, pour qu'il soit contaminé, il faut qu'il va ingérer l'œuf qui est dans les déjections du chien. Donc, c'est pas le mode de contamination de l'homme. D'accord. Alors, deuxième question, la vomix, c'est la rupture du kyste hidatique du poumon. Comment un kyste hidatique peut se rompre dans les branches vu que le thorax sont séparés? D'accord, bonne question. Alors, je reviens peut-être sans revenir au schéma. Alors, vous avez, j'ai pas parlé des formes cliniques selon la localisation, vous avez des kystes hidatiques du dôme hépatique. Le dôme hépatique, c'est la partie supérieure du foie qui est, imaginez qu'il y a un kyste à ce niveau-là. Donc, segment, par exemple, sur le segment 8 du foie, le kyste hidatique du dôme hépatique
va être en contact avec le diaphragme. Le diaphragme lui-même qui est en contact avec le poumon. Mais il faut savoir que le kyste hydatique, il va générer une réaction inflammatoire intense autour. Donc, les phénomènes inflammatoires vont faire qu'il y aura une communication à un certain moment entre le kyste hydatique au niveau du foie et le poumon et les bronches. Et le kyste hydatique du foie peut se rendre dans la branche pulmonaire. Donc, c'est être à l'origine de vomiques ou être à l'origine de ce qu'on appelle de biliptysie. Il y a une fistule biliobronchique, ça existe, on en a vu, et c'est des malades qui sont difficiles à traiter. Donc, il y a une communication entre justement l'abdomen et le thorax à travers le diaphragme et à travers le kyste. Alors, troisième question. Alors, on est à 3h moins le quart, donc on est à quelques minutes. Pour le traitement percutané, on ne risque pas de rompre le kyste lors de l'intervention. Alors, oui, le traitement percutané, il faut savoir qu'il y a une technique. Il ne faut pas ponctionner directement le kyste, c'est-à-dire l'aiguille qui rentre à travers la paroi ne va pas directement sur le kyste, mais il faut qu'elle traverse un peu de parenchyme hépatique et aspirer, ponctionner, aspirer. C'est-à-dire pour éviter justement cette rupture du kyste lors de la procédure. Il ne faut pas aller directement sur le kyste, mais il faut passer par un volume, si vous voulez, de parenchyme hépatique pour passer au niveau du kyste. Alors, autre question. On choisit le traitement selon la taille du kyste. Ça peut être bien sûr, un élément de choix de la procédure, puisque pour les petits kystes jeunes, moins de 3 cm, on peut proposer un traitement médical exclusif. Mais ce n'est pas le seul argument pour choisir le traitement. C'est surtout le stade de la maladie. Alors, pour les kystes multiples, je n'ai pas compris comment la chirurgie est la bonne indication et pas le traitement médical. D'accord. Le traitement médical, oui, il est bon. Enfin, il y a une indication parce qu'on ne peut pas opérer dans les kystes, les polykystoses ou l'hydatidos péritoniale. D'accord? C'est-à-dire quand il y a une rupture de kyste, et là, il y a des kystes un peu partout dans l'abdomen. Là, ça ne relève plus de la chirurgie. On ne peut pas traiter tous les kystes. Même si on croit avoir traité les kystes, mais ça récidive tout le temps parce qu'il y a toujours des scolex qui se baladent à droite à gauche. Quand j'ai dit traitement multiple, kyste multiple, c'est au niveau hépatique. C'est-à-dire, imaginez qu'on a 3 ou 4 kystes sur le lobe gauche. On peut faire une lobectomie gauche, ça pose pas de problème. S'il y a plusieurs kystes, on peut traiter ces kystes par voie chirurgicale. Parce que le fait qu'il y ait plusieurs kystes, il faut savoir que ils risquent d'être à des âges différents. Donc, il y a peut-être des kystes qui sont fistulisés, il y a de la fistule biliaire, et là, le traitement médical ne trouve pas sa place. Le traitement médical exclusif, je dis. Mais on peut encadrer la chirurgie par le traitement médical. Alors, la rupture intrapéritonéale, une contre-indication à la chirurgie. Quelles sont les autres contre-indications? Bon, les autres contre-indications, on peut avoir des contre-indications qui sont liées au malade. Un malade qui est fatigué, un malade qui est taré, on peut lui proposer un traitement médical. Par exemple. Alors, est-ce que l'ASP est utilisée? Rarement, on peut voir les classifications dans les kystes hydatiques type 5. Alors, il y a beaucoup de questions, mais je ne sais pas si j'ai le temps de... Il est 3h moins 10. Est-ce qu'il y a... Alors...
Est-ce qu'il peut y avoir formation d'abcès? Oui, on l'avait dit. La cavité kystique peut s'infecter et peut donner un aspect d'un abcès qu'il faudra drainer. Ça devient une urgence. Alors, s'il vous plaît, est-ce que le kyste hydatique peut s'associer à un kyste hydatique du poumon? Oui. Et niveau précoce, lequel des deux est le plus fréquent? C'est le kyste hydatique du foie qui est plus fréquent puisque c'est le premier barrage à la circulation porte, c'est-à-dire le kyste passe par la circulation porte et enfin pas le kyste, c'est-à-dire l'embryon quand il passe l'intestin, il passe dans la circulation porte et le premier barrage c'est le foie et si ça passe le foie, ça peut aller au poumon. Et les associations existent bien sûr et il faut toujours commencer par opérer le kyste hydatique du poumon avant le kyste hydatique du foie. Parce qu'au cours de l'intervention, on peut avoir une rupture d'un kyste hydatique du poumon. Alors, il faut jeter tout le foie parasité ou bien la partie infectée seulement. Alors, là, théoriquement, la partie infectée est seulement. Mais vous êtes gourmand, je pense. D'accord. Il y a une contamination interhumaine. Non, il faut... Bon, pour la contamination, il faut toujours revoir le cycle du parasite. Toujours le cycle du parasite. Et vous comprenez qu'il n'y a pas d'infection interhumaine. Pour le traitement, PER, j'ai pas compris la question. PER, c'est la ponction, aspiration, injection, réaspiration. Alors, la chirurgie conservatrice est-elle associée à un traitement médical? Oui, de plus en plus. Donc, on commençait un traitement périopératoire, c'est-à-dire on donne un traitement avant et un traitement après la chirurgie. Donc, quand on dit chirurgie conservatrice, ça veut dire on va ouvrir le kyste, on va le stériliser, et là, dans les recommandations algériennes, on donne 1 semaine avant et 4 mois après, puisqu'on a ouvert le kyste. Il faut savoir aussi, je vous ai pas dit, mais le traitement médical, lui-même, il est contre-indiqué en cas de grossesse et il peut être à l'origine d'une perturbation du bilan hépatique. Donc, il faut demander régulièrement des bilans hépatiques pour savoir si on doit continuer ou arrêter le traitement. Alors, quels sont les critères d'un kyste jeune et kyste adulte? Je vous ai dit, reprenez la classification OMS. Le kyste jeune, c'est le CE1, uniloculaire. CE2, il commence à donner des vésicules, il est en train d'être agressé et après le fait qu'il y ait la membrane prolygère qui va s'affaisser et la calcification, c'est un kyste qui est vieux. Et bon, dans le langage des chirurgiens, un kyste jeune, ça veut dire que c'est un kyste où il n'y a pas de fistule biliaire parce que le traitement est facile. Mais s'il y a une fistule biliaire, là, on parle de kyste qui est vieux et le traitement est un peu plus difficile. La chirurgie radicale associée à un traitement médical, on peut l'associer surtout en préopératoire. Parce que si on a enlevé tout le tissu en post-opératoire, mais si on a ouvert le kyste, il faut continuer en post-opératoire. Contre-indication à la chirurgie, je pense que j'ai répondu, c'est les contre-indications, soit la dissémination des kystes dans tout l'abdomen, il n'y a plus d'indication, ou bien c'est le terrain. Merci docteur, donc merci à vous. Si on fait une hépatectomie, il n'y aura pas un risque d'hémorragie puisqu'à un niveau, il y a production. Alors, oui, hépatectomie, je vous ai dit, c'est une chirurgie qui est majeure, qui peut saigner, mais c'est pas le problème de la production des facteurs de coagulation. C'est pas les anticoagulants. Production des facteurs de coagulation qui se fait au niveau du foie. Mais il y a toujours une épargne de parenchyme hépatique. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on peut enlever jusqu'à 60% de foie. S'il est sain, on peut vivre avec 30%, bon, on va dire 30% sur un foie sain et 40% sur un foie qui est malade, un foie de chignot, il faut aller laisser dans les 40%. Donc, c'est pas le fait d'enlever un lobe gauche qui va changer les choses, donc ça pose pas de problème.
Alors, le kyste hydatique est le plus souvent au niveau du foie droit ou gauche. Là, c'est purement anatomique, c'est sur le droit. Il faut suivre un peu l'anatomie parce que la branche droite, elle est dans la continuité du tronc porte. La branche gauche, elle est plus verticale, verticale par rapport à la la veine porte. Donc, le flux des embryons, si vous voulez, aura tendance à aller plus vers le foie droit. C'est comme les métastases hépatiques qui sont plus fréquentes à droite. Alors, il me reste peut-être quelques minutes, s'il vous plaît. Est-ce que le kyste hydatique... j'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà... Non, un patient qui se présente pour un kyste hydatique du poumon, est-ce qu'on déduit qu'il a déjà été atteint d'un kyste hydatique du foie? Non, non. Il peut faire un kyste du poumon sans avoir un kyste du foie. Est-ce que le kyste hydatique se calcifie par traitement ou sans intervention? Oui, il peut se calcifier spontanément. C'est l'évolution naturelle. Ça peut se faire naturellement vers la calcification. C'est un mode de guérison de cette... Alors, la sérologie négative exclut le diagnostic? Non, non. J'ai dit, on peut avoir une sérologie négative. On peut avoir une sérologie négative avec un kyste hydatique authentique. Et ça se comprend parce que la sérologie hydatique est le reflet de la réponse immunitaire. Et pour qu'il y ait réponse immunitaire, il faut qu'il y ait un contact entre le kyste hydatique, c'est-à-dire qu'il y ait une petite fissuration qui va être à l'origine du départ d'antigènes. Et là, c'est l'immunité de l'être humain qui va former des anticorps. Mais si c'est un kyste qui n'a pas été fissuré, qui reste à distance, on peut avoir des sérologies négatives. Alors, comment déterminer une urgence? Alors, l'urgence, on avait dit, l'urgence, c'est soit la rupture, soit l'infection, soit c'est l'angiocolite. Donc là, ça reste... c'est de la symptomatologie clinique et radiologique qui va vous dire que c'est une urgence. Alors, quelles sont les urgences? Je vous ai dit, je viens de répondre. Donc, c'est l'infection, c'est l'angiocolite, c'est la rupture, c'est la compression d'un organe. Il peut être à l'origine d'une occlusion. Voilà, je pense que j'ai répondu à pratiquement toutes les questions. Merci, professeur Baudiaf. Voilà, merci à vous. Donc,